Merci de suivre l'actu en débat du mercredi 23 octobre 2024. Bonsoir à tous et bienvenue. Les deux sujets marquants dont nous allons débattre dans un instant sont le décaissement par le gouvernement d'une enveloppe de 200 milliards de francs CFA pour payer une partie de la dette intérieure. Cette décision va-t-elle pour autant relancer l'économie qui est au ralenti depuis plusieurs mois? À moins de 2 semaines de la reprise des cours pour le compte de l'année académique 2023-2024-2025, plusieurs écoles sont toujours occupées par les sinistrés. Va-t-on vers un nouveau report? Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Tout d'abord, j'ai le plaisir de présenter Massiré Diop. Bonjour, bonsoir Massiré Diop. Bonsoir. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le rédacteur en chef du journal du Mali. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir également, Boulema Soulo. Bonsoir, Cédine Omar. Je rappelle également à nos téléspectateurs que vous êtes journaliste, correspondant de médias. Messieurs, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet par notre premier thème sur le paiement de 200 milliards de francs CFA de dette intérieure par le Trésor public. Monsieur Diop, déjà, est-ce que vous pouvez préciser à nos téléspectateurs à combien est évalué le montant global de cette dette intérieure? Bon, en tout cas, selon les derniers chiffres que j'ai, le montant global s'élève autour de 2777,67 milliards De francs de CFA. francs CFA. Et ça, ce sont les chiffres vraiment de la Direction nationale de la dette publique. Mais c'est des chiffres qui datent du premier semestre 2023. Après cela, on m'a dit qu'il n'y avait pas eu un autre document vraiment officiel de ce genre, parce que c'est eux quand même qui sont un peu chargés d'élaborer tout ce qui va dans le sens un peu de ces dettes-là. Donc, c'est ce qu'ils ont précisé comme chiffre. Alors, certainement qu'après, ça peut s'élever, mais en tout cas, ce qu'ils ont au dernier moment, ce sont ces chiffres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, on voit aussi chez certains de nos confrères dans la presse, on entend parler de 3 000 milliards de façon globale. J'imagine que tout à l'heure, Massiré Diop parlait des chiffres de 2023. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, fin 2024. Exactement, on n'est pas loin de 3 000 milliards, c'est même si ça n'a pas atteint selon la loi des finances 2025. On n'est pas arrivé quand même justement à ça, mais quand même, cette dette intérieure est estimée à 2965,9 milliards. Donc on n'est pas très très loin des 3 000 milliards annoncés par certains de nos confrères, mais quand même, ça reste une somme très importante voilà, comme dette. Alors, messieurs, vous l'avez dit, on est à un peu plus de 2800 et quelques milliards de dettes intérieures. Est-ce qu'on sait sur combien d'années cette dette-là, depuis quand elle n'a pas été payée, messieurs? Bon, vous savez, la crise dure par exemple depuis un certain temps et vous connaissez très bien le contexte dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le contexte de transition avec les sanctions qui avaient eu lieu au départ en 2022. Il y avait eu également la COVID-19. Donc tous ces facteurs ont fait aujourd'hui que cette dette-là a pu prendre un peu l'ascenseur. Donc, ça serait difficile de dire depuis combien d'années exactes ces dettes n'ont pas été payées. Toujours est-il que c'est en fait un cumul de facteurs qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui à cette situation. Boulema Soulo, on parle de moins de 7% du montant global qui a été payé. C'est ça, exact. Ou qui sera payé, parce que je rappelle que donc la somme de 200 milliards de francs CFA seront payés jusqu'à la période du 31 décembre 2024. Exactement. Cette somme représente, selon certains de nos confrères, à 7% de l'ensemble des dettes, donc de 3 000, moins de 3 000 qu'on est en train de parler. Et la question de savoir quand est-ce que la dette n'a pas été payée, parce que l'État, quand même, c'est une continuité et les dettes s'accumulent. Peut-être qu'on paye pour certains, on relance pour d'autres, ça peut être ça, mais quand même, moi, les dernières informations concernant le non-paiement, sinon la non-prévision de certains chèques ou même au niveau de
du Trésor public, les bons ne sortaient pas et tout. Cette information qu'on a commencé à quand même à l'avoir depuis 2022. Depuis 2022, certains entrepreneurs se plaignaient que au niveau du Trésor public, quand ils vont avec leurs bons et tout, il n'y avait pas de retour et tout. Donc, on avait senti que depuis lors, donc on peut estimer que depuis 2022, quand même, certaines dettes importantes de l'État ne sont pas épongées. Moins de 7%, je le disais tout à l'heure, Massiré Diop, vous pensez que c'est un montant qui va donner un nouveau souffle au secteur privé, à l'économie de façon générale? Bon, je pense que ça va quand même donner un certain, c'est-à-dire un souffle nouveau pour les entreprises. C'est vrai que ce n'est pas aussi considérable par rapport à l'ensemble de la dette, mais c'est quand même un montant et je pense qu'un entrepreneur, c'est bon souvent de voir qu'on pense à lui, que malgré la situation. Et puis, il faut dire encore que jusqu'à présent, ça reste encore une annonce. C'est prévu de payer avant la fin de cette année et on ignore maintenant comment cela va se faire parce que sûrement il va falloir cravacher dur, il va falloir démarcher certains partenaires et vous savez très bien la situation dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui. Ça ne sera pas facile, mais toujours est-il que c'est quand même, quoi que l'on puisse dire, ça pourra quand même redonner un peu de l'espoir à ces entrepreneurs dont la plupart, je crois, sont du secteur privé. Alors, je précise simplement que dans la communication du ministère de l'économie et des finances, il disait que le paiement va commencer le lundi 21 octobre. Donc, a priori, si on se fie en tout cas à cette communication, ça a commencé ou ça devrait avoir commencé. Allez-y. Oui, mais 7%, enfin, comment dirais-je, 7% de la dette sur l'ensemble, moi je crois que c'est une goutte d'eau dans l'océan parce que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui sont presque à l'arrêt parce que faute de paiement, ils ne peuvent plus payer leur personnel, ils ne peuvent plus payer les loyers, ils ne peuvent plus payer même les impôts qui doivent servir l'État lui-même à opérationnaliser certaines opérations. Donc quand les entreprises qui ont plus de 200, 300, 400 milliards avec l'État, quand elles attendent par eux que l'État va payer pour l'ensemble, pour tout le monde, 200 milliards pour tout le monde, c'est comme quand même mais symboliquement, c'est symbolique, c'est juste symbolique. Et est-ce qu'on a l'annonce, quand on regarde le moment de l'annonce, qu'on a vu que l'annonce a été faite au même moment qu'on a entendu parler des 5 généraux et tout. Est-ce que ce n'était pas pour étouffer en quelque sorte l'affaire des 5 généraux pour nous faire parler plus de la dette intérieure que l'affaire des 5 généraux, vous voulez dire quoi par là? La promotion de 5 colonels aux généraux, c'est parce que c'est la même période que cette annonce de dette intérieure est sortie. Donc, est-ce que communicationnellement parlant ou communicativement parlant, est-ce que ce n'était pas une action de communication qu'une vraie volonté d'éponger les dettes? Parce que pour moi, 200 milliards pour un État qui a quand même des dettes colossales comme ça, c'est vraiment... On sait l'état actuel des choses. Alors, mais quand même, l'autre disait que les entreprises... c'est un membre de CNT qui disait ça. Si l'État ne paye pas les dettes, les entreprises ne pourront pas payer les impôts. Donc, ce n'est pas nous, les citoyens lambda, qui avons dit ça, mais c'est quand même un membre de législatif qui a dit ça. Donc, ça veut dire... ça en dit long. Alors, le président du patronat, Mossadegh Bali, donc le président de la maison d'entrepreneuriat, a déclaré que ces 200 milliards de francs CFA visent à soulager le monde de l'entrepreneuriat et également à soulager le système bancaire. Et il poursuit en disant que aujourd'hui les entrepreneurs, donc ça va permettre d'entreprendre, d'investir, donc ce sera désormais possible dans le pays. C'est pour dire simplement que voilà, pour le secteur privé en tout cas, ils accueillent ça aujourd'hui comme une bouffée d'oxygène, on va le dire ainsi. Ils disent que ça va leur permettre quand même d'avancer sur un certain nombre de choses. C'est comme pour dire que c'est mieux que rien, Massiré Diop. Oui, bon, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est comme pour dire mieux que rien. C'est vrai que Soulou a raison de dire que c'est vraiment pas
très signifiant. Mais je pense que l'avoir durant cette période, c'est vrai que certains entrepreneurs, il faut le reconnaître, ont quand même beaucoup plus, même que ces 200 milliards qui sont annoncés, mais quand même, il faut dire que c'est quand même un effort qui a été consenti. Certes, on peut dire que ce n'est pas suffisant, c'est quand même un effort. Maintenant, il faudrait qu'il y ait encore d'autres actions, qu'il y ait d'autres efforts qui se multiplient. C'est mieux en tout cas que de ne rien faire. Tout le problème est à ce niveau. D'accord, les dettes sont en train de s'accumuler. Faut-il que ça soit une raison pour ne rien faire? Moi, je ne pense pas. Quel que soit, c'est vrai, on peut le lier à beaucoup de choses, l'affaire de la promotion des militaires et consorts, mais quand même, dans le cadre du problème que nous sommes en train de traiter, mieux vaut se focaliser là-dessus. Et je pense que Moussa Degbali, ce n'est pas n'importe qui quand il le parle. Et maintenant, il faudrait voir ces 200 milliards. Ce n'est pas genre tous les entrepreneurs. Mais justement, est-ce qu'on sait comment ce sera reparti? Voilà, comment ce sera... Pour le moment, c'est vrai qu'il y a un peu de flou autour de ça, mais quand même, il faut prioriser certains qui sont, par exemple, les plus vulnérables face à cette situation. Sinon, si on décide de payer l'ensemble des entrepreneurs, non, je pense que ça ne servira à rien. Voilà. Mais si on connaît un peu le climat des affaires actuelles, hein, surtout depuis pratiquement 1 an, où il y a moins de 24 heures d'électricité, on sait l'impact que ça a eu sur les entreprises. Vous pensez que c'est aussi une manière de répondre, de tranquilliser un peu le secteur privé qui est forcément inquiet au vu de la situation que je viens de dire tout à l'heure? Quand on regarde ce que dit Moussadegh Bali, on voit que c'est beaucoup plus politique que entrepreneurial, sa position. Parce que politiquement parlant, c'est quand même la volonté hier. Donc il faut saluer cette volonté de payer les dettes. Donc c'est ça qu'il dit. Donc si les entrepreneurs savent déjà que l'État a la volonté de payer certaines dettes, ça leur donne le courage de continuer à croire en l'État. Mais si l'État ne donne aucun gaz, aucune garantie que les dettes vont être payées, ça, le marché va être de plus en plus morose. Donc c'est dans ce cadre le pays. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, toutes ces crises qu'on connaît, même 200 milliards quand on injecte à l'EDM seulement, est-ce que ça peut faire l'affaire? Pourquoi ne pas injecter ces 200 milliards? Parce que les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui veulent voir l'EDM marcher 24 heures sur 24, que même l'État leur paye leurs dettes. Parce que si ils ont l'électricité, aujourd'hui même, peut-être on est sur TMA, on va trouver que TMA sur groupe aujourd'hui électrogène que sur l'électricité. Donc si on sait que les entreprises peuvent travailler avec de l'électricité et au lieu d'aller acheter des gasoils chaque jour pour alimenter leur groupe électrogène, donc ça peut marcher. Mais bon, moi, l'État sait aussi, comme vous l'avez dit, la clé de répartition. Comment on va faire? Peut-être est-ce que des entrepreneurs proches qui vont bénéficier, ou est-ce que... Les entrepreneurs proches, c'est-à-dire... C'est-à-dire qui sont... Proches du système. Chaque régime a ses entrepreneurs, quoi qu'on le dise. Bon, donc, voilà. On ne va pas présumer des intentions des uns et des autres. Donc, je rappelle simplement que l'État s'est engagé à payer la totalité des 200 milliards de francs CFA de dette intérieure au plus tard le 31 décembre. Messieurs, nous allons filer rapidement vers notre deuxième sujet, à savoir, à moins de 2 semaines de la rentrée, les écoles sont toujours occupées par les sinistrés. Brahim Mansour, là aussi, comment l'expliquer? Non, les écoles sont toujours occupées, comme vous l'avez dit, mais quand même, le gouvernement est en train de trouver des solutions. Ils ont mis... Quelles solutions? Ils ont mis des tentes, ils ont avancé des solutions de tentes mobiles, des écoles à l'extérieur. Préfabriquées, voilà, des écoles préfabriquées où les enfants, enfin, ces écoles préfabriquées qui peuvent accueillir les enfants en attendant que les écoles, parce qu'il faut le dire quand même, ce n'est pas seulement les écoles occupées qui ont empêché la rentrée passée, parce que le report de la rentrée de la date. Alors, précisons d'abord la première date. La première date, c'était le mardi 1er octobre 2024 pour exactement. La rentrée 2024-2025. Ça a été repoussé au lundi 4 novembre. Nous sommes à moins de 2 semaines Donc, de ce cas. Ce n'est pas seulement l'occupation de ces écoles qui ont occasionné ces reports-là. C'est quand même, il y a beaucoup d'autres écoles qui étaient là, qui n'étaient pas occupées mais qui étaient inondées, dont on ne pouvait pas reprendre les écoles là-bas.
Et il y avait des écoles aussi qui étaient soit demi-effondrées ou bien qui étaient totalement effondrées. Donc il y avait ça aussi. Donc si aujourd'hui l'État allait mettre tout ça en condition pour reprendre, on n'allait pas reprendre en 2024, on est sûr. Mais quand même, si l'État dit qu'il faut prendre avec l'UNICEF, ils ont bien mentionné dans leur communiqué, parce que le Premier ministre quand même a réuni l'ensemble des acteurs pour parler de cette situation, pour que le 4 novembre, la rentrée soit effective. Donc on attend voir, mais quand même, je crois, les solutions, même dans les régions, ils ont mis les gouverneurs en contribution pour soit reloger les sinistrés qui occupent les écoles ou amener les tentes mobiles. J'ai envie de vous dire, Massiré Diop, si on pouvait les reloger, pourquoi les avoir d'abord mis dans ces écoles? Puisqu'on parle aujourd'hui d'une solution qui serait de reloger ces personnes. Reloger, bon, toujours est-il que les écoles, c'est souvent, très souvent, et ça, c'est pas seulement valable qu'au Mali. Oui. Parce que vous savez, ça offre plus d'espace. Il y a Les des écoles, les salles de stades, les structures Exactement, sportives. exactement. Généralement, c'est utilisé en cas de catastrophe, de sinistre et consorts comme on en connaît aujourd'hui. Maintenant, le problème, c'est que avant d'envisager, par exemple, de programmer une ouverture, c'était mieux de discuter vraiment avec les acteurs du monde de l'éducation. Parce qu'il ne faut pas que le ministère reste en haut là-bas, perché autour d'une certaine tour d'ivoire et se dire que voilà, donc tout va bien, par coup de baguette magique, le 2, ça sera la rentrée, le 4, ça... Non, on sait qu'il y a une situation aujourd'hui qui dépasse tout le monde. Et je suis sûr et certain que ce n'est pas le vœu même des syndicats, parce qu'il a parlé, parce qu'il y a aussi un problème chez les syndicats qui ne sont pas vraiment satisfaits et tout ça. Donc tout ça, tous ces facteurs combinés, moi je pense que l'idéal aujourd'hui, plutôt que d'aller vers des annonces et ensuite qu'on arrive à la date prévue, on sait que rien ne va, discuter avec les gens. Je pense que c'est important, parce que tant qu'il n'y a pas ce débat, moi, je pense que c'est vraiment inutile d'aller vers des solutions qu'on sait que ce sont des solutions qui ne tiendront pas. Alors, et ça a été le cas pour le 1er octobre, parce que vous avez vu quand est-ce que le report a été annoncé, c'est pratiquement la veille carrément. Donc ça veut dire que quelque part, il y a eu manque de préparation, manque de communication, manque d'échange, manque de discussion. C'est ça qui nous a amenés vers cette situation. Maintenant, pour éviter, pour anticiper, et moi je vois des instructions ou bien des ultimatums pour libérer, c'est pas ce qu'il faut. Allez-y discuter avec tous les acteurs du monde de l'éducation, et je suis sûr, et même les sinistrés aussi. Même les sinistrés, parce que beaucoup ont des parents... Donc, une démarche pédagogique tout à fait, pour ramener parce que beaucoup personnes. de ces sinistrés également ont des parents chez qui ils peuvent loger, et ainsi de suite. Les écoles, on peut voir comment chercher des solutions provisoires, mais toujours est-il que si on reste de l'autre côté et on prend juste des mesures, des décrets, des avis, et ainsi de suite, des circulaires, on n'est pas vraiment proche de résoudre le problème. Alors, messieurs, vous parlez des sinistrés. Donc, d'après les chiffres officiels, on parle de 175 établissements occupés. Sur les 175 établissements occupés, on parle de 44 établissements qui sont occupés du côté de Mopti. D'ailleurs, c'est la localité où on retrouve plus d'établissements occupés, donc 44 établissements occupés. Sur les 44, 4 ont été libérés du côté de Mopti, à Ségou qui revient, Ségou qui prend la deuxième place. On parle de 33 établissements occupés au départ, 24 ont été libérés, Badiangara 23 a été occupé, 19 ont été libérés, Gao 16 étaient occupés, 4 sont libérés, Koulikoro 14 étaient occupés, 0 sont libérés. Et bien sûr, Bamako qui arrive en 6e position où on a 13 établissements occupés, 2 ont été libérés jusque-là. Mais messieurs, c'est sur ce que j'aimerais vous entendre. Une précision. Nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. Parce que c'est vrai, les pluies ont diminué. On peut même dire qu'on s'achemine vers la fin de l'hivernage. Mais les pluies ont fait tellement de dégâts, l'eau est tellement remontée à la surface qu'aujourd'hui, il y a des risques
que ces eaux se dirigent encore vers de nouvelles écoles, et ce qui va encore occasionner, ce qui va peut-être augmenter le nombre de structures ou d'établissements qui ne pourront pas... A priori, début novembre, on devrait sortir... Non, c'est clair, mais ces eaux laissées par les précédentes pluies, ça remonte. C'est pas des eaux qui vont rester... vous savez comment est l'eau. Donc, c'est pas... Mali Météo peut décréter, même si elle veut que la pluie est terminée, mais ça ne règle pas le problème. Parce que ces remontées d'eau, c'est pas une histoire de pluie. Parce que c'est des choses qui sont là, qui sont accumulées, et l'eau n'a pas de limite. Donc peut-être que ça peut remonter et causer d'autres dégâts ailleurs. Alors, sur 175 établissements occupés, 56 ont été libérés. Messieurs, j'aimerais vous entendre sur ce chiffre. 128 établissements qui sont touchés, quelqu'un en parlait tout à l'heure, entre les effondrements, entre les eaux qui sont encore dans les écoles. On a surtout ce travail à faire en moins de 2 semaines, remettre ces établissements, j'allais dire à flot, sans aucune forme. Non, mais quand même l'État du Mali, depuis 2016, quand même, ouvre les écoles, entame la rentrée, sans qu'il y a combien de milliers d'écoles qui sont fermées au centre, au nord du Mali. Donc, moi, je ne crois pas qu'à cause d'une centaine d'écoles touchées, l'État du Mali va reporter encore cette rentrée. Parce que, quand même, nous qui venons du centre, on sait qu'il y a tellement d'écoles qui sont fermées, touchées par l'insécurité, qui ne sont pas fonctionnelles. Combien d'enfants qui sont là-bas, qui sont des Maliens, qui ne vont pas à l'école. Et c'est dans une dizaine d'années, ce sont ces enfants qui seront peut-être, qu'Allah nous préserve. C'est là qu'on combat aujourd'hui, parce que sans perspective de l'État, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, moi je ne crois pas qu'à cause d'une centaine d'écoles, si les solutions de tentes sont réellement posées et sont réellement mises en exécution avec l'aide de l'UNICEF, je crois que ça peut se faire. Mais maintenant, il faudrait voir est-ce qu'à ce niveau aussi, est-ce que les travaux ont commencé. Parce qu'ils ont dit les écoles libérées, mais ils ont parlé des tentes. C'est le gouvernement qui a parlé des tentes. Est-ce que les tentes, là, on a déjà commencé à les installer pour accueillir les élèves? Est-ce que le 4, ces tentes seront à mesure d'accueillir les enfants? C'est ça aussi qu'il faut voir. Massiré Diop, Broma Solo le disait, on avait déjà des difficultés au niveau de certains établissements du nord et du centre du pays où depuis pratiquement 4-5 ans, il n'y a plus de cours. Et ça, c'est même un autre problème qui vient s'ajouter. Oui. Vous savez, le problème de l'éducation, ce n'est pas que ça. C'est-à-dire, comme il l'a si bien dit, il y a le problème de l'insécurité. Qui cause aujourd'hui beaucoup de problèmes et qui fait que, vous avez vu, c'est vrai, il a parlé d'une centaine d'écoles, mais peut-être que c'est un peu plus, parce que je pense que si le chiffre global, on doit avoir plus de 9000, n'est-ce pas? Et c'est vrai qu'il y a une bonne partie, en tout cas au nord et au centre, pas les centres urbains, mais surtout les zones rurales, qui sont beaucoup plus affectés par cette situation. Et avec cette nouvelle situation, l'état de catastrophe, ça vient s'ajouter à une situation déjà qui existait. Donc tout cela fait beaucoup, et surtout si on ne fait pas l'effort d'engager un dialogue avec tous les acteurs, comme je l'ai dit tantôt. Et vraiment, vous avez vu le timing, on dit le 4, c'est un peu trop juste. Donc, c'est maintenant qu'il faut commencer. Ah, donc vous pensez qu'il faut partir vers un nouveau report? En tout cas, ça a permis quand même au gouvernement d'engager les discussions avec les syndicats, parce que la rentrée, les non-dits du report de la rentrée, ce n'était pas que seulement des inondations et des écoles touchées. C'était aussi, il y avait une épée de Damoclès qui était là sur le ministère de l'Éducation, parce que les syndicats, vous avez vu, il y avait deux syndicats, la Synergie et le SYNEC, qui étaient sortis simultanément, quasi simultanément, pour revendiquer des trucs. Donc, aujourd'hui, ce report d'un mois a permis au ministre de prendre langue avec ces syndicats. Je crois que les non-dits, c'était même vraiment avec les acteurs, comme il a dit, de l'éducation aujourd'hui, avec qui le ministre a pris langue. Merci, messieurs, d'être venus débattre avec nous dans votre émission du mercredi, L'Actu en débat. Je rappelle que j'ai eu sur ce plateau, j'y arrive, Bourema Soulo, journaliste correspondant. Merci également à Massiré Diop, rédacteur en chef du Journal du Mali. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, et à très bientôt sur TN.